Alors là, on a un très bel exemple de chasselas. Je dis ça pour nos amis Claude et Lydia Bourguignon qui sont là. C'est un vin de terroir. Le chasselas, c'est un des cépages qui transmet le mieux le terroir. Et ici, pour la petite histoire, si vous avez peut-être une réaction par rapport à ça, on est sur un terroir sablonneux de Molasse, qui est très profond et qui permet d'avoir une très bonne maturité du raisin. Et là, on a quelque chose d'assez typique du chasselas. On a un arôme légèrement floral sur la pêche de vigne. Alors j'espère qu'Alexandre Schmitt ne va pas me contredire sur les arômes, mais vous êtes tout à fait bienvenus à intervenir. Moi, j'aime bien, vous avez fait beaucoup d'humour hier dans votre exposé, j'essaie d'en faire certaines fois, ça ne passe pas toujours. Je dis en général que la dégustation, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. C'est une grande leçon d'humilité, hein, on ne peut pas détenir la vérité. Et puis, selon moi, un grand dégustateur, eh bien, c'est quelqu'un qui est d'accord avec moi, tout simplement. On est tous un petit peu comme ça, quand même. Alors, donc, dans ce chasse-là, on a de la pêche blanche, et puis, on parle toujours de minéralité avec le chasse-là. Alors, hier, on n'a pas abordé ce sujet de minéralité parce que ce serait trop long. Moi, j'essaie de ne pas l'utiliser parce que ça couvre tout et n'importe quoi. Pour le chasse-là, on parle parfois de pierre à fusil, mais comme je ne portais pas d'armes quand j'ai fait mon école militaire, je ne sais pas ce que c'est la pierre à fusil, plutôt presque. Non, je pense plutôt à la pierre mouillée. Quand j'ai un chasse-là qui est vraiment sur le terroir, je pense à la roche mouillée quand vous êtes au bord d'une rivière, au soleil, et vous avez cette odeur de roche un petit peu humide. C'est à ça que ça me fait penser dans ce chasse-là, qui a une belle densité, une belle structure, il a de la profondeur sans avoir trop de densité, il a une légèreté, il a une belle trame et une jolie acidité en finale. Je trouve qu'il est tout à fait en dentelle, en élégance, c'est un vin de gastronomie. Alors bien entendu, si vous avez des réactions, si vous voulez donner votre avis, vous êtes les bienvenus. J'apprécie toujours d'être contredit, si vous le voulez. Voilà. Une réaction sur ce vin? Non? Ok, alors on peut passer directement à la suite parce qu'on a beaucoup de travail. Le prochain, ce sera Humagne Blanc. L'Humagne Blanc, qui est un cépage, un très vieux cépage du Valais, auquel je donne une origine probablement au sud-ouest de la France. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a été mentionné pour la première fois en 1313, c'est donc très très ancien. Il y a très peu de cépages qui étaient mentionnés à cette époque-là. Son étymologie pourrait provenir du grec ulomaneus, qui veut dire foisonnant. Effectivement, c'est un cépage qui pousse énormément et si on ne lui taille pas les oreilles, il dépasse tout. On n'en a plus que 30 hectares aujourd'hui, en Valais, en Suisse et dans le monde. C'est donc tout à fait anecdotique. Auparavant, il y en avait beaucoup plus, mais comme beaucoup d'autres cépages locaux, il a subi la loi des cépages plus faciles à produire, comme le chasselas, comme le sylvaner ou autre. Et ça, c'est un document que j'aime beaucoup, j'ai eu la chance de l'avoir dans les mains, c'est un parchemin de 1313, dans lequel on a la mention de 3 vieux cépages du Valais en Suisse. On parlait de Néroun, de Humani et de Régie. Néroun, on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être c'était un cépage rouge, on n'arrive pas à l'identifier aujourd'hui. Humani, c'était du Maine blanc. On va parler tout à l'heure du Maine rouge, ça n'a rien à voir, c'était du Maine blanc. Et puis Régie, c'est la Raise, un très très vieux cépage que nous n'aurons pas l'occasion de déguster aujourd'hui. Et là, c'est un des documents les plus anciens qui montre des cépages, je dirais, dans le monde. C'est très rare de trouver des mentions de cépages antérieurs à cela. Donc 1313, nous avons d'ailleurs fêté les 700 ans de ce cépage en 2013. On a fait une grande fête en Valais, arrosée de beaucoup d'humains blanc. Et puis moi j'ai fait le test ADN, bien sûr, sur ce cépage comme sur tous les autres, et j'ai pu trouver qu'il était certainement un enfant, oui, c'était certainement un enfant du Colombo de Provence, un cépage de Provence. Donc Colombo serait le père, et puis la mère est inconnue. C'est pas une surprise puisque la femme de Colombo la voit jamais. C'est là, je la fais chaque fois. Donc ça veut dire qu'il a certainement une origine, un lien génétique avec le sud de la France. Et puis, une chose assez incroyable qui m'est arrivée en 2007, mes collègues de l'INRA de Montpellier m'appellent en me disant « Écoute, on a un cépage du sud qui s'appelle Miusa, des Pyrénées-Atlantiques. On a fait l'ADN et c'est identique à ton humain blanc. Bon, c'est pas mon humain blanc, mais on me l'a dit comme ça. Ils se sont dit donc quelqu'un a amené l'humain blanc au sud de la France, près des Pyrénées, et puis on a un lien ancestral. J'ai dit d'accord. Et moi j'ai fait l'hypothèse exactement inverse avec mon collègue. Je me suis dit non, l'humain blanc n'a quasiment aucune
aucune parenté en Suisse et en Valais. Il est tout à fait distinct. Son étymologie serait grecque. On peut imaginer qu'il a remonté la vallée du Rhône. C'était d'ailleurs le sens de migration de la viticulture. Et puis, on peut se souvenir que Marseille était une ville fondée par les Grecs, une ville phocéenne. Donc, on peut tout à fait imaginer que ce cépage, à travers Marseille, le Rhône, soit remonté dans la vallée du Rhône supérieur. Donc, voilà pour l'origine de l'Humain blanc, qui est peut-être un lointain cépage des Pyrénées-Atlantiques. Pour le goûter, nous avons la cave Mabillard-Fuchs, avec Madeleine et Jean-Hugues Mabillard-Fuchs. Avant, j'ai chaque fois essayé de montrer les producteurs, parce que j'aime beaucoup personnifier le vin que nous buvons, et puis les vignes qu'ils travaillent.